Bienvenue dans la tête des tueurs, je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. Dans la tête de Gary Ridgway. Aujourd'hui, nous allons explorer l'esprit d'un des tueurs les plus infâmes de l'histoire américaine. Un homme qui a échappé à la justice pendant près de 2 décennies, semant la terreur le long des rives de la Green River, son nom, Gary Ridgway, ou comme il est plus tristement célèbre, le tueur de la Green River. Né dans l'ombre de la banalité, Ridgway a su tirer parti de son apparence ordinaire pour tromper ses victimes, les autorités et même ses proches. Mais derrière ce masque de normalité se cachait un prédateur implacable, responsable de la mort de dizaines de femmes dont beaucoup n'ont jamais été retrouvées. Dans cet épisode, nous allons décortiquer cette affaire complexe en commençant par les origines de Gary Ridgway, puis en suivant la traque longue et éprouvante des forces de l'ordre, jusqu'à sa capture et son procès. Nous explorons également les répercussions psychologiques de ces actes, tant sur les victimes que sur les enquêteurs. Pour comprendre comment Gary Ridgway est devenu l'un des pires tueurs en série de l'histoire, il est crucial de revenir sur ses premières années. Ridgway est né le 18 février 1949 à Salt Lake City, dans l'Utah. Son enfance est marquée par une atmosphère de tension et de violence. Son père, un chauffeur de bus au caractère difficile, exprimait souvent son mépris pour les prostituées, une aversion qui aurait pu influencer Gary dans sa haine des femmes plus tard. Mais c'est la relation avec sa mère qui semble avoir eu le plus grand impact sur sa psyché. Mary Ridgway était une femme autoritaire qui dominait son foyer. Gary se souvient d'elle comme une femme hyper contrôlante, obsédée par la propreté et qui n'hésitait pas à humilier son fils publiquement. Elle le lavait encore bien après l'âge où cela était encore nécessaire, créant une confusion chez lui entre l'amour maternel et le désir sexuel. Et cette dynamique tordue a été citée par de nombreux experts comme un facteur clé dans le développement des tendances violentes et sexuelles de Ridgway. Les premiers actes de cruauté de Ridgway ne se sont pas manifestés immédiatement. Cependant, des signes avant-coureurs étaient présents. En effet, Ridgway possède toutes les caractéristiques de la triade MacDonald, à savoir la cruauté envers les animaux, la pyromanie et l'énurésie nocturne persistante après l'âge de 5 ans. Adolescent, Gary est un élève médiocre avec un QI évalué à 82, ce qui le place en dessous de la moyenne. À 16 ans, il commet déjà son premier acte de violence inquiétant. Il attire un jeune garçon de 6 ans dans les bois, le poignarde à plusieurs reprises et laisse l'enfant pour mort. Miraculeusement, la victime survit mais n'a jamais pu identifier Gary, ce qui lui avait conféré un sentiment d'impunité et de puissance. Cet incident est un des premiers signes de la cruauté dont il est capable. À l'âge adulte, Ridgway semble mener une vie normale. Il se marie 3 fois, la première fois à seulement 20 ans. Ces mariages sont tous marqués par l'infidélité, la violence et les relations sexuelles avec des prostituées, souvent dans les mêmes zones où il commettra plus tard ses crimes. Gary commence également à fréquenter les églises, devenant un fervent chrétien. Une façade qui masque ses sombres penchants car, derrière cette façade d'un homme pieux, se cache un tueur en série en devenir. Les meurtres de Gary Ridgway commencent en juillet 1982 lorsque le corps d'une femme est retrouvé flottant dans la Green River, à proximité de Seattle, dans l'État de Washington. Ce premier corps, identifié comme celui de Wendy Lee Cofield, une adolescente fugueuse de 16 ans, est le début d'une série de crimes atroces qui terrifieront la région pendant près de 2 décennies. Ridgway cible spécifiquement les femmes vulnérables, des prostituées, des fugueuses et des jeunes femmes en marge de la société. Ces victimes sont faciles à aborder et peu susceptibles de provoquer une alerte immédiate lorsqu'elles disparaissent. Ridgway, dans sa Ford pick-up, aborde ses victimes dans des zones fréquentées par les travailleuses du sexe. Il leur propose de l'argent pour des relations sexuelles, un appât auquel peu d'entre elles résistent. Une fois isolé, Ridgway dévoile sa véritable nature. Il les étrangle, souvent avec ses mains, mais parfois avec une corde ou une ceinture. Ce choix de méthode, silencieux et direct, montre à quel point il était confiant dans son pouvoir sur ses victimes. Après les avoir tués, Ridgway cache les corps dans des zones boisées ou le long de la Green River.
Parfois, il dispose les corps de manière à ce qu'ils soient retrouvés comme un message aux autorités. Mais dans de nombreux cas, les corps sont dissimulés si bien qu'ils ne seront jamais découverts. Ce qui rend les crimes de Ridgway encore plus troublants, c'est qu'il retourne souvent sur les lieux des crimes pour commettre des actes nécrophiles, un comportement morbide qui lui permet de prolonger son contrôle sur ses victimes, même après leur mort. Ces actes démontrent non seulement une perversion profonde, mais aussi un mépris total pour la vie humaine. Entre 1982 et 1984, une vingtaine de corps sont découverts, créant une panique à Seattle. La presse surnomme l'assassin le tueur de la Green River, et les autorités locales sont sous pression pour arrêter le coupable. Malgré l'intensité des recherches, les enquêteurs sont submergés par le nombre de victimes et la nature chaotique des scènes de crime. Ridgway est pourtant interrogé à plusieurs reprises par la police, mais il réussit toujours à détourner les soupçons grâce à son apparence ordinaire et son comportement apparemment coopératif. L'enquête sur le tueur de la Green River devient l'une des plus longues et coûteuses de l'histoire des États-Unis. Dès le début des années 80, une équipe spéciale est formée sous la direction du détective Dave Richer, un homme qui deviendra obsédé par l'idée de capturer le meurtrier. L'enquête est un casse-tête. Ridgway est habile à éviter de laisser des traces. De plus, les victimes sont souvent des femmes marginalisées, ce qui complique encore la tâche des enquêteurs pour reconstituer leur dernier itinéraire. Pendant des années, les détectives fouillent les berges de la Green River et les forêts environnantes, à la recherche de corps, d'indices ou de toute trace pouvant les mener au tueur. Les profils psychologiques sont établis, des centaines de pistes sont explorées, mais rien ne semble coller. Ridgway lui-même est suspecté dès 1983, mais ses entretiens avec la police ne mènent à rien. Il passe avec succès des tests au détecteur de mensonges, renforçant l'idée qu'il n'est qu'un citoyen ordinaire. Et c'est l'apparition des tests ADN dans les années 90 qui changera la donne. Les enquêteurs collectent soigneusement des échantillons ADN sur les scènes de crime en espérant que la technologie finira par rattraper le tueur. Et cette patience est récompensée en 2001. Les échantillons prélevés sur certaines victimes sont comparés à l'ADN de Gary Ridgway, déjà en fichier pour une ancienne accusation. Le résultat est sans appel, les preuves le lient directement au meurtre. Le 30 novembre 2001, après des décennies de terreur, Gary Ridgway est arrêté. Il se trouve alors dans une usine de peinture de camions où il travaille depuis des années. Un homme dont la vie apparemment banale cache l'âme d'un monstre. Cette arrestation est le fruit de près de 20 ans d'efforts ininterrompus, un triomphe de la persévérance pour les forces de l'ordre et un soulagement pour une communauté traumatisée. Dans cet épilogue sanglant, l'histoire de Gary Ridgway atteint son dénouement. C'est le moment où la poussière retombe, mais où les cicatrices laissées par le tueur de la Green River demeurent. Le dénouement de ce sombre chapitre de criminalité où les victimes, longtemps silencieuses, trouvent enfin une voix. La femme de Ridgway, Judith, refuse de croire à sa culpabilité, tout comme ses frères et avocats. L'homme en apparence ordinaire cache un côté sombre. Face au shérif Richer, l'interrogatoire commence. Ridgway avoue, progressivement, entre 49 et 100 meurtres, principalement des prostituées, tuées selon un rituel bien défini. Ridgway, père de famille apparemment inoffensif, menait une double vie d'assassin méthodique. Levé tôt, il partait en chasse chaque matin, traquant ses victimes sur les routes. Son apparence banale lui permettait de passer inaperçu, dissimulant ses actes terrifiants. Ses victimes, une fois tuées, étaient souvent immergées dans la Green River. La nuit de l'interrogatoire s'annonce longue. Richer, déterminé, veut découvrir chaque détail de ces années de terreur. Mais qui est Gary Ridgway derrière la façade d'un père de famille ordinaire? Ce dossier épineux a plongé les policiers dans un cauchemar sans fin, terrifiant les rues de Tacoma et Seattle. Les années 80 ont été le théâtre de cette traque infernale où un assassin insaisissable se jouait de toutes leurs tentatives de capture. Les procédures judiciaires, les plaidoyers et les révélations finales tracent le chemin vers la rétribution tant attendue. L'écho des noms des victimes résonne dans les couloirs du tribunal, rappelant l'horreur et l'injustice qu'elles ont subies. Les témoignages des victimes de Gary Ridgway, le tueur de la Green River,
sont essentiels pour comprendre l'horreur de ces crimes et les séquelles laissées sur les survivants. Cependant, il est important de noter que les victimes directes de Ridgway n'ont pas eu l'occasion de témoigner car la plupart d'entre elles ont été tuées. Ridgway a été reconnu coupable de 48 meurtres, mais il a évoqué un nombre beaucoup plus élevé de victimes potentielles. Les familles et les proches des victimes ont souvent été les porte-parole de la douleur et du traumatisme infligé par les actions de Ridgway. Certains ont pu partager leur expérience lors des procédures judiciaires, notamment lors du procès de Ridgway en 2003, lorsque celui-ci a plaidé coupable. Les témoignages des familles ont souligné la souffrance, le chagrin et la perte incommensurable causée par les actes de Ridgway. Ces récits ont également mis en lumière la nécessité d'une justice et d'une réparation pour les victimes indirectes. Bien que les victimes directes n'aient pas eu la possibilité de partager leur expérience de première main, les témoignages des familles ont joué un rôle crucial dans la condamnation de Ridgway et dans la connaissance de la gravité de ces crimes. Ces témoignages ont également contribué à sensibiliser le public à l'importance de la prévention des crimes violents et de la protection des personnes vulnérables. Cependant, même dans la clôture juridique, l'ombre de Ridgway plane, symbolisant les questions sans réponse et les mystères qui persistent. Le sang versé n'a pas oublié, mais l'épilogue laisse entrevoir une possibilité de guérison pour une communauté marquée par la terreur. C'est le moment où l'on se remémore les visages des disparus, où chaque nom devient un rappel poignant de la fragilité de la vie. Comme les dernières pages d'un livre sombre se tournent, l'épilogue sanglant nous confronte à la réalité brutale, mais aussi à la force de la résilience humaine. Gary Ridgway sait qu'il ne peut plus échapper à la justice, mais il n'a pas l'intention de mourir pour ses crimes. Lorsqu'il est confronté aux preuves accablantes, il fait ce qu'il sait faire de mieux, manipuler. Il accepte de tout avouer, de coopérer pleinement avec les autorités en échange de sa vie. Ses confessions sont glaçantes. Il parle de ses crimes avec une froideur qui glace le sang. Pour lui, tuer ces femmes n'était qu'un travail, une manière de combler un vide intérieur. Il admet avoir tué 71 femmes, bien que seulement 49 meurtres soient confirmés. Mais ce n'est pas seulement le nombre qui choque, c'est la manière dont il les décrit, avec une indifférence presque mécanique, comme si ces vies n'avaient jamais eu de valeur. En novembre 2003, Gary Ridgway plaide coupable pour 49 meurtres, évitant ainsi la peine de mort. Il est condamné à 49 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 ans supplémentaires pour destruction de preuves. Ce verdict est un soulagement pour les familles des victimes, mais le monstre est toujours vivant, quelque part dans une cellule, réfléchissant peut-être à ce qu'il a accompli. Gary Ridgway est aujourd'hui un vieil homme enfermé pour le reste de ses jours dans une prison de haute sécurité. Mais les fantômes de ses victimes continuent de hanter les esprits de ceux qui se souviennent de ces années de terreur. Son histoire est un rappel glaçant que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'obscurité. Parfois, ils vivent parmi nous, cachés derrière des visages banals, menant des vies apparemment normales. Gary Ridgway a prouvé qu'il est possible de tuer encore et encore sans jamais éveiller les soupçons. Alors que nous arrivons à la fin de notre épisode, souvenez-vous que la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans la rue, c'est peut-être un monstre déguisé en être humain. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant les mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre une profonde respiration et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard, merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.